Bonsoir à tous et bienvenue à 24/60. 20 jours seulement nous séparent de l'élection présidentielle américaine. Avez-vous hâte? Êtes-vous inquiet du résultat? Le compte à rebours, on peut le dire, est vraiment enclenché. C'est la dernière ligne droite. Tout peut arriver, mais les sondages indiquent toujours une course très serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. Juste ça, on peut se demander pourquoi c'est serré encore. Les adversaires multiplient les présences dans plusieurs médias, les États pivots, bien sûr, ils concentrent leur activité là-dessus. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sortis en principe de leur zone de confort pour élargir leur soutien et diffuser leur message. C'est pourquoi on a pu voir ce soir, ça vient de se terminer, là, il y a une demi-heure à peine, Kamala Harris au réseau Fox News, ou encore Donald Trump participer à une grande assemblée diffusée et enregistrée par Fox News devant un public de femmes. Mais c'était toutes des républicaines qui étaient dans la salle, alors que doit comprendre de leur stratégie respective pour arriver jusqu'à la victoire. Mes trois invités, Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire aux Environs. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Anne-Marie. Piotr Smola, correspondant du Monde à Washington, qu'on rejoint là où pense-t-on tout va se décider en Pennsylvanie, donc à Philadelphie. Bonsoir, Piotr. Bienvenue à 24/60 à nouveau. Et en studio avec moi, François Furstenberg, professeur de politique américaine à l'Université de Johns Hopkins. Bonsoir, François, bienvenue. Écoutez, pour tout le monde, j'avais le goût, on a un tsunami de sondages, peut-on dire, mais juste pour ça peut s'orienter notre conversation. Je vais présenter le dernier sondage du New York Times Siena aujourd'hui, qui donne une avance à l'échelle nationale de 50 % de 2 points sur Trump, mais ça ne veut rien dire pour le résultat. Et les États pivots, bien, Trump en gagne quelques-uns, 3, l'Arizona, Caroline du Nord, la Georgie. Michigan et Nevada, c'est ex aequo. Pennsylvanie et Wisconsin, un petit point d'avance à Kamala Harris. Alors, quelle confiance peut-on accorder à ces sondages? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça confirme que c'est très, très serré. Piotr, je commence avec vous. Puisque vous êtes sur le terrain à Philadelphie, vous assistez à différents meetings et vous venez de regarder l'entrevue de Kamala Harris à Fox News. Qu'est-ce que ça lui donnait d'aller là, en terrain ennemi, en fait? Ouais. On sait très bien que c'est très Trump, là. Oui. Oui, alors c'est bon, c'est comme un crash test pour une nouvelle voiture, c'est-à-dire on soumet la voiture à une épreuve particulièrement redoutable pour voir si elle résiste bien. Et là, effectivement, le journaliste de Fox News, Brett Eyer, a vraiment fait son boulot de façon très hargneuse, très offensive. On aurait d'ailleurs du mal à imaginer le même exercice, par exemple, Donald Trump sur MSNBC. Face à l'un des meilleurs présentateurs de MSNBC. Donc elle y est allée pourquoi? Elle est allée d'abord pour montrer que contrairement à ce que les républicains ont raconté pendant des semaines, elle supporte la contradiction. Et elle peut y apporter une réponse. Ensuite, est-ce que cette réponse est efficace? Par moments, elle l'était vraiment quand elle parlait de la question de la démocratie et des graines de haine que Donald Trump depuis des années semait au sein de la société américaine. À d'autres moments, elle avait plus de mal, évidemment, par exemple sur l'immigration ou sur la question de la continuité, tout simplement, par rapport à l'administration Biden, où je trouve qu'elle ne réussit toujours pas à apporter une réponse vraiment convaincante, si ce n'est de dire « je suis Kamala Harris, je ne suis pas Joe Biden ». Ça reste encore un petit peu court là-dessus. Mais le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'elle s'adresse, le but de cette interview, c'est avant tout de parler, non pas au public MAGA, qui est un public captif, entièrement acquis à Donald Trump, mais de parler aux conservateurs modérés. Son objectif, c'est d'aller chercher ces franges d'électorat conservateur qui a énormément crispé à l'idée de voter pour Donald Trump et qu'elle veut attirer vers elle. Ouais, et pour vous, Frédéric, vous avez eu la chance de regarder l'entrevue aussi, mais aujourd'hui, ce matin, dans l'Assemblée, elle est entourée d'une centaine de républicains qui sont contre Trump, mais ça n'a pas fait bouger les aiguilles. Qu'est-ce que vous retenez de l'exercice de Kamala Harris et du ton qu'elle a et de sa stratégie de campagne? Bon, on voyait les sondages tout à l'heure. Kamala Harris a besoin d'un petit pourcent par-ci, un petit pourcent par-là. Et elle voit que c'est un peu plus difficile que prévu auprès d'électorats, que l'on dit des électorats naturels du Parti démocrate, auprès des Afro-Américains, notamment des Latino-Américains. Donc, si c'est plus difficile de ce côté, on fait quoi? On essaie d'élargir la coalition électorale en allant chercher, comme Piotr le disait, oui, des républicains plus modérés. Et en Pennsylvanie, aujourd'hui, il y en avait une centaine près de la scène avec elle. On l'a vu avec Liz Cheney au cours des dernières semaines. Et ce qu'elle disait aujourd'hui, c'est que ce sont des temps anormaux, ce sont des temps particuliers. Habituellement, les républicains ne m'appuieraient pas autant, mais là, il y a beaucoup de républicains des anciennes administrations
Reagan, W. Bush, qui sont prêts à voter pour moi cette année parce que la démocratie est à risque et tout ça. On verra si ça marche, mais c'est tellement serré dans les sondages. C'est une des élections les plus serrées de l'histoire. Si ça permet d'aller chercher un petit point ou la moitié d'un point dans les États clés qu'on a vus tout à l'heure, ça aura valu la peine. On va faire, je vais aller à François, mais en faisant entendre un court extrait de cette entrevue à Fox il y a un instant. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes into office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership. François, l'impact de cette entrevue, s'il y en a un? J'avoue qu'en écoutant, j'ai trouvé ça assez désagréable à écouter. Et je me demandais souvent quel est l'intérêt d'aller là. En revanche, on peut dire qu'elle ne va pas perdre de voix parmi les électeurs de Fox News. Il n'y a que quelque chose à gagner. Elle arrive à présenter ses idées de manière moins filtrée, on va dire, parce qu'il y avait quand même pas mal de filtres, aux auditeurs de Fox News. Et elle a évoqué le cas, comme on vient de dire, de ces ex-généraux, des républicains, des gens qui ont servi avec Donald Trump, qui sont en train de dénoncer, d'appuyer Kamala Harris. Alors, elle espère sans doute qu'il y a certaines personnes qui vont écouter cette entrevue et éventuellement décider de voter pour elle, ou au moins peut-être ne pas voter pour Donald Trump. Pour cette question qu'on vient de voir, le clip qu'on vient de voir, j'avoue que je ne comprends pas comment elle n'est pas capable de répondre à cette question. Ça fait 3 ou 4 fois, au moins, que moi j'ai déjà vu, où on lui pose cette question et elle n'arrive pas à répondre à la question. Il me paraît quelque chose qu'elle aurait dû préparer un peu mieux pour avoir une réponse claire, au moins une réponse claire. Oui, parce que Piotr, rapidement là-dessus, elle parle aussi à des différents animateurs de podcasts, aux influenceurs. C'est le papier que vous avez signé aujourd'hui dans Le Monde. Mais quand justement François dit « Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas capable de répondre à ça », pourquoi ne dit-elle pas que, dans le fond, il ne faut pas la comparer à Biden, il faut la comparer à Trump, et Trump, puis qu'elle soit pugnace sur cet argument-là, mais elle semble avoir du mal. Oui, et d'ailleurs, toute l'interview, en fait, a consisté pour Kamala Harris à être sur la défensive, à en permanence vouloir mettre en exergue la responsabilité de Donald Trump dans la division du pays, son mauvais bilan, etc. Et du coup, elle a eu du mal à affirmer un agenda positif, et du coup, on a effectivement le sentiment que la continuité avec l'administration Biden est quasiment garantie. Et que c'est un vrai problème pour elle de ne pas trouver, par exemple, un sujet, un seul, de société ou économique où elle dirait je pense qu'on n'est pas allé assez loin, j'ai des projets très ambitieux, et évidemment tout le monde se focaliserait sur ce point précis, et je pense que ça aurait un effet positif pour elle dans la campagne. Rapidement là-dessus, Frédéric, avant de passer à Trump, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable de le faire? Elle ne veut pas trahir Biden parce qu'on lui reproche, mais vous êtes là depuis 3 ans et demi, qu'avez-vous fait pour l'immigration, pour l'économie, etc. Est-ce qu'elle devrait franchir ce pas dans les derniers 20 jours ou elle est incapable de le faire? Je pense qu'elle devrait, parce qu'il y a tellement de gens mécontents du bilan de Biden sur l'économie, sur l'immigration, que de dire on va faire certaines choses autrement, là, je pense que ce serait payant pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Anne-Marie, je suis d'accord avec ce qui vient d'être mentionné. Certaine loyauté envers le président Biden, on l'a vu. Je pense que sur le plan personnel, elle a une grande admiration pour lui. C'est quand même pas facile ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle a un peu de difficulté à improviser. Je pense qu'il faut le dire. On a vu, je termine là-dessus, Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, aller régulièrement sur les ondes de Fox News et il est capable d'improviser, de répondre à des questions comme celle-là quand on lui en pose. Kamala Harris fait preuve d'une plus grande prudence. C'est peut-être signe qu'on est inquiet dans le camp démocrate. On voit les sondages, on veut éviter les bourdes. Mais je suis d'accord avec les collègues, c'est quand même étonnant qu'elle ne soit pas capable de répondre avec fermeté à cette question-là et avec clarté aussi. On va aller à Trump devant cette assemblée exclusivement féminine, mais toutes des républicains. On va écouter Trump qui se vante de quelque chose, puis Mme Harris qui y répond. I want to talk about IVF. I'm the father of IVF, so I want to hear this question. I found it to be quite bizarre. Actually, he called himself the father of IVF. And if what he meant is taking responsibility, well, then yeah, he should take responsibility for the fact that 1 in 3 women in America lives in a Trump abortion ban state.
Puis j'ajoute, je vais commencer avec vous, François, que dans la même Assemblée, il était très fier de la Cour suprême qui a vraiment donc aboli Roe contre Wade. Il a parlé d'une sénatrice qu'il trouvait très attrayante. Se vanter d'être le père de la fertilisation, quand même. Trump, il raconte beaucoup de choses, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est si l'entrevue de Fox News était une entrevue sur le terrain de Donald Trump, c'est-à-dire on a évoqué les sujets de l'immigration, de comment va-t-elle se différencier de Biden, etc. Là, on est sur le terrain de Kamala Harris, quand on parle de IVF, quand on parle de l'avortement. Et ça, c'est un des grands inconnus pour cette élection. Il y a des sondages sans arrêt, tout le monde écoute ça, mais finalement, personne ne peut savoir comment l'électorat est en train de changer, parce que les sondages sont basés sur qui a voté dans la dernière élection et des estimations de qui va voter cette fois. Mais il y a des changements, à mon avis, tectoniques par rapport à cette question de l'avortement, et personne ne peut savoir comment ça va influencer l'électorat féminin, notamment. Elle domine, en fait, Kamala Harris domine chez les femmes. Frédéric Gagnon, est-ce que le fait que Trump essaie de convaincre les électrices qu'il peut bien les protéger, c'est ce qu'il a dit, je vais être le plus grand protecteur pour les femmes, est-ce que c'est menaçant pour Harris? On va voir, mais c'est vraiment une faiblesse pour Trump. Là. Le vote des électrices est clairement du côté de Kamala Harris. Pour l'instant, selon ce que je vois dans les sondages, là, le score du 5 novembre auprès des électrices pour Harris pourrait ressembler pas mal à ce qu'on a vu en 2020 lorsque Biden était le candidat. Évidemment, Harris aimerait que cette marge-là soit encore plus grande. On verra si c'est possible. Est-ce que Trump a marqué des points aujourd'hui? Je ne sais pas. Tout à l'heure, je disais que Kamala Harris a un peu de difficulté à improviser parfois. Trump, c'est le contraire. Il improvise un peu trop et manque de discipline. Et bon, parfois, il cherche la clip aussi. Je suis le père de la fécondation in vitro. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à ce moment-là? Peut-être pour occuper l'espace médiatique, pour qu'on parle de ses déclarations choc. C'est une stratégie qui lui sourit habituellement. Mais est-ce qu'il a réussi à marquer des points auprès des électrices aujourd'hui? De parler de la beauté physique d'une collègue au Sénat, est-ce que c'est une bonne façon de plaire aux électrices aux États-Unis? On peut poser la question. Mais ce sont clairement des enjeux sur lesquels il est en difficulté. Fécondation in vitro, avortement. Et Kamala Harris lui répond, ce sont ces enjeux forts. Et je termine là-dessus. Les sondages sont importants, mais c'est la sortie du vote finalement qui sera importante aussi le 5 novembre. Est-ce que les électrices et les électeurs fâchés contre la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade, sur les droits reproductifs, sortiront voter massivement autant qu'en 2022? C'est le gros point d'interrogation et c'est ce que souhaite Kamala Harris, bien sûr. Le sujet qui fait controverse, évidemment, c'est la menace de vengeance de Trump à l'endroit de ses adversaires politiques. Ça fait déjà 2 jours qu'il a fait cette déclaration. On va quand même la réécouter. It is the enemy from within, and they're very dangerous. We have China, we have Russia, we have all these countries. If you have a smart president, they can all be handled. The more difficult are, the Pelosi's, these people, they're so sick and they're so evil. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. And in a democracy, the President of the United States, in the United States of America, should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. Alors, Piotr, cet argument-là, dans l'élection de la part de Trump et la réplique de Harris, est-ce que ça nous fait craindre le pire d'ici le 5 novembre ou au lendemain du 5 novembre, s'il gagne, s'il perd, Piotr? Oui, et surtout s'il y a de l'incertitude. Le pire pour moi, c'est le scénario où on n'a pas de résultat net et tranché le 6 novembre au matin, où il y a des contestations dans plusieurs États, il y a éventuellement le blocage de la certification en raison de plaintes judiciaires, et là on se retrouve dans une situation de tension maximale dans le pays. Je pense à l'Arizona, je pense à la Géorgie, je pense à la Pennsylvanie, à tous ces États-là, et on sera en quelque sorte en suspension avec une base MAGA très très remontée, avec de nouveau des accusations selon lesquelles leur victoire supposée leur est volée. C'est ça pour moi le scénario le plus inquiétant. Après, dans ce que dit Donald Trump, il y a clairement là le manuel du démocrate illibéral.
Dans les démocraties libérales, c'est une chose que l'on a vue dans beaucoup de pays, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, par exemple en Europe. C'est la désignation des ennemis de l'intérieur, c'est la division entre nous, les patriotes, et eux qui travaillent pour les forces de l'étranger. C'est toute cette idée d'une guerre civile larvée et permanente qui se dessine dans les propos de Donald Trump. Et ça, c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant. D'autant, Frédéric, encore aujourd'hui, il dit avoir perdu l'élection de 2020. Il a répété les théories complotistes de Springfield avec les chiens et les chats et de la ville d'Aurora qui avait été envahie par les immigrants. Alors, votre regard là-dessus, est-ce que c'est inquiétant à ce moment-ci? Puis est-ce que le vent peut tourner pour anéantir ces théories du complot? Ben oui, c'est inquiétant. Levitsky et Ziblatt ont écrit un livre qui s'appelle « La mort des démocraties »,« How Democracies Die », et ils nous disent que parmi les garde-fous de nos démocraties, il y a la tolérance mutuelle entre adversaires politiques. Donc, d'entendre Trump parler des adversaires politiques comme des ennemis de l'intérieur, ça me semble aller à l'encontre de ce qui est une définition d'une démocratie en santé. La transition pacifique du pouvoir, c'en est une autre. Est-ce qu'on en aura une après cette élection-là? Ça reste à voir, mais les sondages sont tellement serrés en ce moment que si ça se joue par quelques centaines, j'en suis même plus à quelques milliers, par quelques centaines de votes dans quelques États de l'élection, on est pris avec une crise peut-être pour des jours et des semaines. Et je termine là-dessus. The Economist, cette semaine, titre la Trumpisation de la politique américaine. Et ce qu'on comprend, ils ne sont pas les premiers à le dire, c'est que même si Trump perd l'élection, bien, il reste dans le décor. Il va rester dans le décor, il va s'acharner comme ancien président, comme il le fait après avoir perdu contre Biden. Et il y a de plus en plus de gens au sein du Parti républicain qui sont très chauds à l'idée de continuer à faire la politique comme il l'a fait, intolérance mutuelle entre adversaires politiques et ces choses-là. Donc, la démocratie américaine ne sera pas sauvée par cette élection-là, peu importe le résultat en passant, surtout si c'est très serré comme ça et qu'il y a encore des acteurs politiques qui sont prêts à ne pas accepter le verdict des électeurs. Oui, surtout qu'au début, quand M. Biden était toujours dans la campagne, il jouait beaucoup sur l'enjeu de la démocratie, mais ça ne semblait pas payant pour lui parce que c'était l'économie, c'était la perception qu'ils sont dans un piètre état cette année par rapport... Ils étaient mieux sous Trump, ils mangeaient, enfin, à cause de l'inflation notamment, François. Est-ce que de jouer à ce moment-ci ou d'attaquer Trump sur la menace qu'il représente, ça peut donner un petit coup de pouce à Mme Harris ou pas, d'après vous, François? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je vois cette élection, je me dis que c'est en effet la question la plus importante. De loin, c'est une question existentielle pour les États-Unis en tant que démocratie. Est-ce qu'on va être capable aux États-Unis de préserver cette démocratie? Alors, est-ce que... ça, c'est la question primordiale à cette élection. Est-ce que c'est une question qui va motiver les électeurs? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'opinions là-dedans. Il y a des gens qui vont dire non, il faut parler de l'économie, non, il faut parler du chômage, il faut parler de l'inflation, il faut parler de l'immigration. Mais de ma perspective, en tant qu'historien, analyste, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on est un pays qui est capable de reconnaître quand on perd aux urnes, parce que si on n'est pas capable de reconnaître ça, on peut pas, ça mène directement à la violence. On va aller rapidement sur, on va y revenir à la démocratie, mais il y a quand même le vote par anticipation est commencé, ça bat des records. Piotr, rapidement tous les trois, il semble que quand il y a un vote anticipé comme ça favorise les démocrates ou pas, Piotr? Oui, c'est effectivement ce qu'on avait constaté au cours des dernières élections. J'étais à Atlanta, en Géorgie, encore ce matin. Et c'est vrai que sur le premier jour de vote, on a constaté un afflux absolument massif d'électeurs. C'est extrêmement spectaculaire. Mais pour l'instant, il faut quand même être prudent sur la répartition des votes parce qu'on n'a pas d'idée extrêmement précise. Il y a un détail qui m'a frappé, c'est que dans certains comtés, les officiels qui travaillent dans ces bureaux de vote ont un talkie-walkie avec un panic button, un bouton d'alerte au cas où ils seraient soumis à des pressions extrêmement fortes venant de personnes de l'extérieur et contestant le dépouillement, l'enregistrement des votes.
En Georgie, il faut le rappeler, c'est là que M. Trump voulait avoir 11 720 voix. Et un juge a refusé, je pense hier, de forcer ce que la commission électorale un peu biaisée voulait, c'est-à-dire le dépouillement manuel après être passé dans la machine. Pour vous, Frédéric, qu'est-ce que ça vous dit? Puis peut-être souligner qu'aussi, c'est en Georgie que M. Carter, 100 ans maintenant, a pu voter. Je pense qu'il laisse entendre qu'il était prêt à mourir, mais après avoir voté. Un commentaire, Frédéric? Oui, c'est fait grâce au vote par anticipation. Ouais. Et ce phénomène du vote par anticipation, là, à la maison, on n'a pas toujours conscience du fait que les façons de faire varient d'un État à l'autre dans ce pays-là et que les dates auxquelles on peut voter par anticipation, ça varie aussi d'un État à l'autre. Donc, pourquoi Kamala Harris était à Fox News ce soir? Pourquoi y a-t-il ce blitz médiatique? Pourquoi on décide de visiter certains États plutôt que d'autres cette semaine? C'est que on veut gagner des votes dès à présent, là, pas juste le 5 novembre. Et c'est très important pour Harris et pour Trump de rester visible au cours des 20 prochains jours, aussi visible que possible dans l'espace médiatique. Et oui, Jimmy Carter a voté, c'était son rêve, un vœu exaucé. Il a 100 ans, c'est probablement sa dernière élection, en tout cas on verra, mais il voulait voter à celle-là et c'est chose faite maintenant. Il va faire l'histoire, François, Jimmy Carter. Mais donc, en terminant, le vote par anticipation, ou ce que... Oui, ça dépasse de loin les attentes. Je pense que c'est probablement, là on ne peut pas le savoir, bon signe pour Kamala Harris. Mais pour moi, ce que ça dit, c'est qu'on est dans l'incertitude et que, encore une fois, que les sondages qui prennent le taux de vote comme formule pour comprendre, pour faire leurs estimations, ce sont des estimations. Et puis personne ne peut savoir quel sera le résultat. Très bien. Merci à tous les trois. Et Frédéric, j'aurais dû le faire en présentation. Rappelez que la semaine dernière, vous avez publié ce livre, L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. On aura peut-être l'occasion, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, donc qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder plus en détail très bientôt. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci, Anne-Marie. Au revoir.